Ok, bon, ceux qui étaient en ligne ne devaient pas rater grand-chose. L'idée générale, c'est quoi? Leak iSoon, événement médiatique un petit peu. Tout le monde ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans. Le but de la présentation, c'est de remédier à ça. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce leak. Et vous allez voir que cette présentation est déjà un petit peu longue. Donc, je ne vais pas tout couvrir. J'ai dû choisir un angle spécifique qui a été de regarder les données techniques qui étaient contenues dans le leak iSoon. Il y a pas mal de drama liés à la vie de bureau. Ça, je pense que ça a un petit peu moins de valeur en termes de renseignements sur la menace. Donc, pour ce qui est de cette présentation et du cadre que je me suis donné, c'est vraiment de se focaliser sur quelle est cette entreprise, quelles sont ses capacités techniques et quelles sont les opérations qu'il mène. Donc, qu'est-ce que c'est que la société Aisun? Alors, c'est une société chinoise qui est basée à Shanghai. Alors, c'est le QG qui se trouve là-bas et elle a plusieurs succursales. En particulier, elle a une succursale qui se trouve dans la ville de Chengdu. Chengdu qui est un hotspot assez connu pour tout l'écosystème de la cybersécurité chinois. Voilà. Alors, autour de la période du leak, c'était une entreprise qui comprenait à peu près une centaine d'employés. Et puis, en termes de mission de l'entreprise, voilà, je vais citer directement depuis leur site internet, c'est pas moi qui invente, il disait devenir une réserve pour la défense nationale efficace ou solide avec un fort sens de responsabilité politique et puis un esprit de haute responsabilité envers le parti et le peuple. Voilà, donc ça vient directement de leur site à eux, c'est leur positionnement, donc il est assez clair. Aisun, société de cybersécurité qui se trouve en Chine et qui propose ses services à la fois au reste de l'écosystème et au gouvernement. Alors, plus précisément, leurs liens avec le gouvernement, ils sont assez détaillés. Il y a un blog qui est très bien fait qui s'appelle NATO Thoughts, qui est sur Substack. Et ils ont décrit un petit peu quels étaient les liens entre Aisun et puis le parti communiste chinois. Alors, spécifiquement, Aisun est un revendeur certifié pour tout ce qui est outils de cybersécurité avec le ministère de la Sécurité publique en Chine et pour leur fournir des technologies, équipements et outils. Ils ont aussi une habilitation de sécurité de classe 2. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je préviens que ce n'est pas super facile à obtenir. Donc, pour ce qui est on va dire, traitement ou manipulation d'armes cyber et d'équipements, recherche, etc., etc. Et puis enfin, ils détiennent à une soixantaine de brevets, quelque chose comme ça. Plus précisément, si on regarde les liens avec les différents ministères et bureaux provinciaux, etc., c'est une page de leur site qui a été effacée, mais qui est encore archivée sur Wayback Machine. Et on a une petite liste des clients. Donc, c'est un peu leur page, ils nous ont fait confiance. Et donc, vous voyez ici un peu tout l'alphabet des bureaux de sécurité locaux de différentes provinces, ça et là. L'idée, c'est pas de vérifier s'il en manque ou pas, mais c'est plutôt de dire que c'est très difficile pour le gouvernement chinois de tenir un discours qui laisserait penser qu'ils ne connaissent pas cette société. Parce que manifestement, ils les connaissent bien. Toutes les entités locales ont travaillé avec eux d'une manière ou d'une autre. Ils leur ont donné des habilitations et ainsi de suite. Alors, ils ont même tellement travaillé avec le gouvernement à Isun que dans certaines conversations, les employés s'en plaignent. Donc ça, c'est pour vous donner un petit avant-goût. Vous avez une capture de conversation entre employés qui est présente ici. Et spécifiquement, là, vous voyez que les employés disent bon, là, nos partenaires, nos clients du public, ils sont tellement stupides, j'en ai tellement marre, j'aimerais vraiment cette année bosser avec des gens qui ne sont pas de la police. Voilà, c'est vraiment le sentiment interne. Donc, vous verrez, on va parler un peu du contenu des flux d'informations, mais il y a en particulier beaucoup de conversations internes entre employés qui donnent une petite idée de l'ambiance interne dans la boîte. Alors, au passage, quel genre de business ils ont avec les différents ministères ou les différents bureaux de sécurité locaux? Ici, vous avez une discussion entre Shutdown, qui est le fondateur de l'entreprise, et puis Leng Mo, qui est, je crois, son second, dans lequel ils discutent de vendre 3 emojis cheval, ce qu'on comprend comme étant des chevaux de Troie. Et spécifiquement, il dit, ben voilà, le bureau provincial de Jiangsu veut acheter 3 chevaux de Troie, dont un Windows, Linux, Android, etc. Et puis là, il parle ensuite de quel prix ils doivent fixer pour leur appel d'offres. Et puis éventuellement, je crois que, je ne sais pas si c'est une conversation, c'est dans une autre, par exemple, ils disent qu'ils n'ont pas ils ont rien pour Linux et qu'ils sont en train de se poser la question avec à qui on va le demander, est-ce que tu connais pas machin qui pourrait peut-être nous filer le sien pour le revendre. C'était un peu ça l'idée. Bref. Alors, quand on est face à un leak de ce genre, on peut se poser pas mal de questions. La première, c'est est-ce que les données auxquelles on a affaire, elles sont authentiques? Alors, je reviendrai après sur l'historique de cette fuite de données, comment est-ce qu'elle est apparue, mais
première question, est-ce qu'on a affaire à des données auxquelles on peut faire confiance? Alors, pour commencer, on peut noter que quand Associated Press, donc l'agence de presse américaine, est allée questionner iSoon au sujet de cette fuite d'informations, iSoon n'a pas répondu c'est une fabrication totale et ces données ont été fabriquées de toutes pièces. Ils ont répondu plutôt quelque chose qui était du genre on est en train de regarder comment est-ce que nos données sont retrouvées dans la nature. Ce qui est donc pas tout à fait la même chose et ce qui est presque une validation ou une admission quant à la véracité de ces données. Voilà. Il y a aussi, dans les choses qui nous laissent penser que ce leak est légitime, le fait qu'il y a pas mal de petits bouts d'informations qu'on a trouvés ça et là, que la communauté a pu découvrir, qui ont permis de faire des liens entre les activités euh, documentées dans le leak et puis des rapports de Threat Intel qui étaient déjà parus par le passé. Donc ça aussi, je reviendrai là-dessus vers la fin de cette présentation, mais on avait par exemple le rapport de Citizen Lab qui parlait d'attaques localisées à Hong Kong. On a des overlaps d'adresses IP qui sont visibles dans le leak. Je crois aussi que Trend Micro, ils ont été capables de faire le lien avec des investigations qu'ils avaient, et ainsi de suite. Donc, là encore, si jamais cette fuite de documents est une fabrication complète, c'est une fabrication qui est extrêmement cohérente. Et ça paraît même cohérente à un point qui serait difficile de mettre en place, je pense, ou de monter de toutes pièces. Par contre, le fait que les données dans leur ensemble soient manifestement légitimes, et pour le coup, ça c'est vraiment un sujet qui ne fait pas débat dans la communauté informatique. Je pense que, en tout cas dans le monde de la cybersécurité, de la threat intel, tous les gens qui ont regardé le leak, je crois qu'il n'y a personne qui a avancé l'hypothèse que ce ne seraient pas des documents légitimes. Par contre, il est malgré tout possible qu'au milieu de 99% de documents légitimes, il puisse y avoir eu des modifications subtiles à un endroit ou à un autre. Il est possible aussi que sur un ensemble de données que la personne ou le groupe qui a choisi de faire fuiter, il y a peut-être des documents qui ont été retirés. Ça peut être une fuite de données partielle qui cherche à mettre en lumière certaines choses et à en masquer d'autres. Ça, on n'est pas capable de le dire. Et puis enfin, il y a un dernier point qu'il faut garder en tête, c'est que beaucoup des documents qui sont présents dans ce leak sont des documentations commerciales écrites par iSoon, c'est-à-dire des plaquettes qui donnent à leurs propres clients. Et les documentations commerciales, je pense que vous le savez tous aussi bien que moi, elles peuvent par nature ne pas être complètement transparentes. Donc, il faut garder ces éléments en tête. Malgré tout, jusqu'à présent, personne n'a été capable de mettre en lumière des éléments qui laisseraient penser qu'il y a eu des modifications malveillantes de ce leak. Est-ce qu'il y a eu des données qui ont été certainement obtenues par les attaquants et qui n'ont pas été fuitées, en tout cas par la personne qui a leaké, qui n'ont pas été fuitées? Je pense que c'est le cas. Mais rien ne nous permet de penser que parmi les données qui ont effectivement fuité, il y en aurait qui ont été modifiées ou altérées. Voilà. Mais malheureusement, je pense que ça, on ne le saura jamais avec une certitude complète. De quoi s'agit-il exactement? Alors, venons-y. Il y a beaucoup de choses dans ce leak. Ça correspond à peu près à 600 mégaoctets de données qui ont été balancées sur GitHub autour de février, il me semble, ou mars. À l'intérieur, on a de la documentation commerciale qui correspond à tous les outils qui étaient vendus par cette société à ses clients, donc y compris clients étatiques. Il y a aussi des discussions entre les employés, c'est-à-dire leur messagerie interne. Je crois pas que ça ressemblait un peu à un IRC. Bon, l'équivalent aujourd'hui, ce serait le Slack qui a fuité avec la conversation. Ce serait ça l'équivalent. Ou l'outil local, je sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent en Chine, mais en tout cas, c'est l'idée. Il y a aussi des données piratées qu'on fuitait directement, c'est-à-dire des données que iSoon, en tant que acteur APT, des données que eux ils ont volées et qui sont retrouvées sur leur serveur et donc qui sont parmi les données qui ont été données. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le leak? Je le disais, on a la documentation technique des différents produits qu'ils ont, les conversations entre employés, on a aussi des données qu'ils ont volées à certaines victimes, on a des réponses à des appels d'offres qu'ils ont fait, et puis enfin des documents internes type RH avec les grilles de salaire et puis des choses comme ça. Voilà. Malheureusement, pas de code source. Je ne parle pas seulement des malwares, des choses comme ça, mais ils ont aussi, vous verrez, un certain nombre de plateformes qui font des choses diverses et variées, notamment le traitement des données volées. Ça, j'aurais bien aimé qu'on puisse en monter en local, voir un peu comment ça marchait, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, voilà, mais ça fait déjà beaucoup de choses à analyser. L'origine du leak. Donc, 16 février 2024, il y a eu un compte GitHub qui a été créé avec tous ces documents qui ont été balancés dessus. Une adresse mail qui a été associée à ce leak, c'était iSoon avec deux zéros, @proton.me. Alors, moi aussi, j'ai fait un coup de Epios et pour le coup, le compte n'a jamais été utilisé ailleurs à ma connaissance. Donc, vraiment un leak assez clean, adresse créée pour, données dumpées, puis plus jamais utilisée nulle part ailleurs. Voilà.
Il y a aussi une autre adresse mail qui avait été créée un peu plus tôt, iSoon, S-O-O-N, cette fois-ci, voilà, qui est là, avec une clé PGP créée en 2023, en septembre, qui peut-être est liée, peut-être pas. Si c'est lié, alors ça voudrait dire que potentiellement la personne ou le groupe qui était derrière avait l'intention de faire ça depuis un moment, peut-être qu'elle a hésité et qu'elle s'est remise plus tard. C'est difficile à dire. En tout cas, euh, le, vraiment, la fuite des documents, c'était autour du 16 mars. Ils sont apparus et puis ensuite, les gens dans la communauté ont fini par tomber dessus, ça s'est réparti sur Twitter, etc. Point important, ces documents, comme vous pouvez l'imaginer, ils sont en langue en mandarin, puisque la société iSoon est basée en Chine et que la langue de travail qu'ils utilisent sur place, c'est évidemment le chinois. Euh, Fort heureusement, les outils de traduction automatique aujourd'hui, je pense qu'ils ont atteint une maturité telle que ça a été possible pour la communauté d'analyser les documents. Pourquoi? Parce que il y a 2 ans, je pense, 1 an et demi, si vous m'aviez donné une collection de documents en chinois et m'aviez demandé d'extraire des renseignements de cette masse de données, j'en aurais été absolument incapable. Aujourd'hui, grâce à l'avancée de ces outils automatiques, il y a des gens qui ont directement, dès que le leak a eu lieu, ils ont pris les documents, ils les ont mis dans ces petites traductions automatiques, ils ont ressorti toutes les images avec le texte chinois ou le mandarin remplacé par de l'anglais. Et puis, ils ont remis ça sur un autre compte GitHub et ça a permis à tout le monde très rapidement de rentrer dans les informations. Donc, merci à tous les gens qui ont fait ça parce que ben, sans ces technologies et sans les contributeurs qui ont pris le temps de faire ces traductions, eh ben, on n'aurait pas pu regarder les données. Dernière question, qui est à l'origine de ce leak? Alors malheureusement, on n'a pas la réponse et je ne suis même pas certain qu'on l'aura un jour. Il y a beaucoup de théories qui circulent dans la communauté. Théorie numéro 1, que ce serait un employé mécontent qui aurait fini par péter un câble et puis prendre les documents et les balancer sur Internet. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu particulièrement par cette théorie, parce que si jamais on regarde les différentes données qui sont présentes dans le leak, il faudrait se poser la question de quel genre d'employé a accès à tout ça. À la fois, il y a des captures d'écran de téléphone portable, il y a aussi des conversations internes, il y a les documents des sales, etc. Ça peut être l'admin 6, mais au total, je pense qu'il y a 2-3 personnes dans une boîte de 100 qui peuvent avoir accès à tout ça à la fois. Et je pense que cette personne-là, si jamais elle avait fait fuiter les documents, elle aurait été retrouvée très 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 vite. Autre théorie qui, à mon avis, est plus crédible, en tout cas à mes yeux, même si je ne peux pas prétendre baser ça sur une base factuelle quelconque, c'est que iSoon aurait été piraté par une APT étrangère ou concurrente, et les documents auraient été récupérés à cette occasion et puis auraient été fuités par la suite pour porter ombrage à la réputation de iSoon ou même carrément du gouvernement chinois, qui déploie beaucoup d'efforts pour convaincre le monde du fait qu'ils ne sont pas impliqués dans les attaques informatiques en général. Voilà. Donc, ma théorie à moi, APT étrangère, mais ça reste à prouver. Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet. Donc ça, c'est un extrait de capture d'écran traduite de documents iSoon. Et celle-là, je trouve qu'elle est bien pour aborder un petit peu toute leur offre commerciale, parce que, comme vous les voyez ici, c'est la capacité qu'ils vendent comme APT Research Team, donc équipe de recherche APT. Donc, la plupart du temps, quand vous et moi parlons de recherche APT, on parle de faire de la recherche sur les APT, c'est-à-dire faire de la recherche sur les attaquants du monde cyber sophistiqué qui sont là, en général intéressés par du renseignement ou actifs à des fins d'espionnage. Quand ils disent APT Research Team, ça veut dire qu'ils font des recherches en tant que APT. Voilà. Alors, il y a plein de modes différents d'opérations qu'ils proposent, ça, je trouve ça assez intéressant. Ils peuvent aller chez une victime, trouver une porte d'entrée chez celle-ci, et puis donner la porte d'entrée à leur client. Voilà. Et puis le client, après, il finit l'intrusion, il rentre par cette porte d'entrée, il se répand sur le réseau, etc. Ils peuvent aussi rentrer chez la victime, se répandre sur le réseau, voler les documents, et puis donner les documents au demandeur. C'est une autre option. Ils ont même la troisième manière de fonctionner, qui est encore plus intégrée, on va dire, c'est qu'ils rentrent chez la victime, ils prennent tous les documents qui sont intéressants et rédigent eux-mêmes les notes de renseignement, ils sélectionnent les documents qui sont intéressants. Donc en fait, ils fonctionnent moins comme des hackers mercenaires, mais plus comme un service de renseignement privé, techniquement. Ils ont même un quatrième mode d'opération que je trouve intéressant aussi, c'est si jamais, admettons, vous êtes une entité, publique, privée, peu importe, qui veut mener des opérations cyber mais qui a un manque de ressources, vous pouvez contacter iSoon et leur dire, bon, il me manque 2 hackers pour 2 semaines pour une opération, et ils vendront du hacker de service en jour homme, et vous les enverront dans vos locaux pour participer aux opérations pendant un temps donné. Voilà. Donc, globalement, ça, c'est vraiment, je dirais, une des caractéristiques de leur offre commerciale, et peut-être même de l'écosystème, je ne suis pas sûr, c'est qu'il y a une énorme flexibilité. Si jamais vous avez besoin d'un truc, vous avez de quoi payer, il y a moyen de moyenner. Voilà.
Alors, de quoi on va parler? Voilà un petit peu une vue d'ensemble des différentes offres commerciales qu'ils ont. Alors, il y a plein de plateformes, il y a des virus, donc un plan mobile, un plan Windows, Linux, etc. Ils en ont aussi pour Mac. Ils ont aussi ce qu'on appelle appliances, c'est-à-dire des boîtes noires qui font des trucs. On en parlera un tout petit peu. Et enfin, ils ont aussi une partie qui est liée à la surveillance des réseaux sociaux, qui a fait couler un peu d'encre, à mon avis, de manière exagérée, mais on va y revenir. Donc, je vais aller un petit peu sur ces différentes parties. Très rapidement, je vais parler des malwares, pas rentrer dans le détail parce qu'il n'y a pas grand-chose d'excitant dedans. En fait, ils ont des outils pour un peu toutes les plateformes. Vous avez du Linux, macOS, en Windows, évidemment, ils en ont quelques-uns. Il y a du Android, et puis je crois que j'ai fait le tour. Bon, les fonctionnalités, c'est vraiment ce que vous voyez quand vous faites un petit peu de reverse, quand vous travaillez sur les APT sinophones. Bon, typiquement, download exécution arbitraire de commandes, téléchargement de fichiers quelconques, déploiement de virus additionnels. Les versions un peu plus évoluées, elles font des captures de screenshots, keylogger, etc. Mais il n'y a pas de fonctionnalité particulièrement avancée. Vous n'allez pas trouver des rootkits, des bootkits, des trucs bas niveau comme ça. C'est vraiment, on va dire, du malware. Alors, je dirais pas forcément jetable parce qu'ils les utilisent beaucoup, mais plutôt du malware commun et en fait, de complexité standard. Voilà, pas grand-chose de plus à dire. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Ah, un truc intéressant, c'est le fait que quand ils livrent un malware à leurs clients, ils le livrent, c'est pas juste ils donnent le programme et puis les clients se débrouillent avec, ils le donnent avec de la formation et ils donnent aussi le code source. Et ça, je trouve ça intéressant parce que, alors, on verra, il y a parmi les malwares qui commercialisent, il y en a un qui est très certainement Shadowpad. Je reviendrai là-dessus si jamais vous connaissez le nom vous dit quelque chose. Bon, bah, vous savez déjà de quoi je parle. Shadowpad, c'est un des malwares qui est utilisé par virtuellement les 50, 60, des 100 groupes chinois différents qui sont actifs et qui sont un peu tous différents, mais qui utilisent un peu les mêmes outils. Et on se pose toujours la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'ils travaillent tous pareil? Pourquoi ils ont tous les mêmes malwares alors que ce pas les mêmes personnes manifestement derrière? En fait, c'est parce qu'il y a vraiment comment dire, cette manière de fonctionner où quand il y a un outil qui est commercialisé, bah, il donne l'outil, le code source, et puis le client derrière, il peut le remodifier, potentiellement le redistribuer ailleurs, etc. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des shadowpads, des variantes un tout petit peu différentes à chaque fois, un peu partout dans l'écosystème. Voilà. Mais j'y reviendrai. Alors, pour la partie malware, on a aussi des spécifications qu'ils ont écrites pour les malwares qu'ils doivent développer ou les malwares qu'ils veulent sous-traiter, dont ils veulent sous-traiter le développement. Donc là, qu'est-ce qu'ils demandent en plus pour les prochaines versions? C'était des choses du genre bypass automatique de proxy, c'est-à-dire le virus est droppé quelque part dans un réseau d'entreprise, il faut qu'il soit capable de sortir tout seul du réseau et de traverser les proxys parce que potentiellement, ils peuvent, si jamais c'est via un piégeage mail, ils sont pas sûrs que le poste client soit directement connecté à Internet et qu'il n'y ait pas besoin de passer un proxy, donc il faut pouvoir le découvrir de manière automatique. Évasion automatique des antivirus, bon ça c'est quelque chose de standard. Quelque chose qui est intéressant, c'était dans le spec, il disait le bypass des antivirus sera testé le jour de la livraison. Et donc j'imagine qu'ils arrivent un jour avec une clé USB chez le client, et puis ils branchent le virus, et puis ils testent sur 3 antivirus différents qui ont été mis, sur lesquels ils sont mis d'accord avant au moment de la signature du contrat, et puis il vérifie si oui ou non ça passe pas si oui ou non ça passe les tests antivirus. Voilà. Plusieurs conversations qu'ils ont laissent penser que sur certains systèmes, ils ont du mal à écrire des virus. Alors c'est pas tellement qu'ils ont du mal à les écrire parce que c'est plus dur qu'ailleurs, c'est plutôt que ils n'ont pas beaucoup de compétences en interne pour le développement. Et au final, quand il leur faut des choses un peu pointues qu'ils n'ont pas déjà en stock, généralement, ils préfèrent se tourner vers le reste de l'écosystème, vers leurs partenaires et leur demander s'ils ne peuvent pas acheter puis revendre à leurs clients ou alors trouver un sous-contracteur qui le fera pour eux parce que la capacité en interne, ils l'ont pas toujours. Voilà. Donc, beaucoup de coopération et de partage dans l'écosystème. Et moi, j'avais un truc qui m'avait fait vraiment beaucoup surpris, c'est le fait qu'ils ont aussi, dans leurs appels d'offres, ils disent si jamais le client possède déjà ses propres virus et qu'ils veulent qu'on mène une opération pour eux, par exemple, imaginez, voilà, vous êtes la société iSoon, vous avez un bureau provincial qui veut que vous alliez chez telle victime, pour faire baisser le prix du devis, le client peut vous donner ses backdoors qu'il a déjà, que vous allez utiliser, parce que comme ça, vous n'avez pas besoin de facturer la vôtre. Voilà. Alors, moi, dans le monde de la threat intel, l'idée qu'un service de renseignement ou qu'une entité publique puisse donner ses backdoors à une entité privée, voilà, ça me fait tomber de ma chaise, parce qu'on peut imaginer que derrière l'entité privée pourrait faire plein de corrélations sur toutes les opérations que le gouvernement avait menées par le passé, mais manifestement, pour eux, c'est pas un problème. Alors, je ne sais pas si ça a été fait un jour, mais ils le proposent. Voilà.
Alors voilà, c'est la question. Est-ce qu'il y a vraiment une distinction public privé là-bas? C'est une question que, ouais, c'est effectivement une nuance qui est discutable. En tout cas, voilà, moi, ça m'a beaucoup étonné. Euh, un point que je peux dire avant de passer à la suite, je ne sais plus si j'ai une slide sur ça ou pas, mais si c'est le cas, on passera vite dessus. Un grand absent du catalogue, vous avez vu, on a parlé un peu de backdoor. Quand j'étais ici, il y avait des appliances, du monitoring, du service, des formations, euh, de l'outillage, des choses comme ça. Vous avez nulle part marqué Zero Day. Vous avez peut-être vu ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a nulle part. Dans toute la documentation que j'ai trouvée, manifestement, ils ne sont pas dans le business du Zero Day. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des chercheurs de Zero Day extrêmement talentueux en Chine. Je pense à Tim Pangu, des groupes comme ça. Ils sont clairement capables de faire des recherches très efficaces. Mais spécifiquement, la vente de Zero Day, iSoon, ils ne sont pas capables. Et beaucoup de conversations internes entre le fondateur de iSoon et même entre les employés laissent penser qu'ils n'ont pas les capacités techniques de faire des recherches de vulnérabilité. Voilà. Et quand bien même ils auraient accès à des preuves de concept, les stabiliser pour en faire vraiment des exploits fiables et je ne sais pas comment on pourrait dire, reproductibles, ou en tout cas qui marchent 100% du temps, c'est au-dessus de leur force. Donc ça, ils ne sont pas là-dedans. Voilà. Mais je crois qu'on y reviendra. Je suis plus sûr. Voilà. Mais en tout cas, Zero Day, il n'y a pas. Ils ont par contre des plateformes, des tonnes de plateformes. Alors, il y en a certaines sur lesquelles je passerai vite parce que je ne veux pas vous endormir trop, mais la première, ce serait une plateforme de pentest automatique. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une plateforme qui est faite en Ruby et qui a des modules, des exploits, des modules auxiliaires, des encodeurs, etc. Et il développe toute une méthodologie de pentest pour simplifier un peu la tâche des auditeurs. Alors, qu'est-ce que c'est la méthodologie? Vérifier que le système est up en faisant un ping, ensuite on scanne les ports et derrière on fait une tentative d'exploitation automatique. Et la plateforme, elle est capable de s'intégrer avec tous les outils, on va dire, comment dire, tous les outils de l'état de l'art du domaine, à savoir OpenBAS, Nessus, Equinetics, Bar Proxy, etc. etc. Il y a plusieurs interfaces, API, CLI, web interface aussi, ouais, c'est ça, etc., etc. Dans les capacités de la plateforme, il liste aussi des capacités web, donc crawling automatique des sites web. Alors, sur la partie pentest de l'application mobile, ils ne disent pas grand-chose. Donc, il n'y a pas des masses de détails. Ils disent qu'ils sont capables de gérer des payloads pour Android et iOS, mais vraiment, ils n'en disent pas plus que ça. Ils parlent d'un module de social engineering. Ils parlent aussi de password. Donc, ils ont des attaques par mot de passe du genre tester du password spraying ou du rejet de mot de passe en fonction de combo list ou de mots de passe par défaut déjà connus. Ils font du brute force. Et puis leur plateforme, en particulier, elle a la capacité de gérer plein d'utilisateurs en même temps qui se connecteraient pour tester des choses différentes. Ça log toutes les actions qui sont menées et ça génère automatiquement des rapports. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette plateforme? On en pense que ça ressemble beaucoup à des outils qu'on connaît. Par exemple, un gros framework en Ruby qui contient des exploits, des auxiliaries, des encoders, etc. Moi, ça me fait furieusement penser à Metasploit. Voilà. Donc, vraisemblablement, leur plateforme de pentest automatique, c'est une interface graphique qu'ils ont bâtie par-dessus des outils open source existants. Donc, spécifiquement, quand ils parlent de scan de port, si vous regardez leur documentation de quels sont les modes de scan supportés, en fait, c'est exactement les mêmes modes de scan que Nmap. Donc, ils n'ont pas réinventé la roue, ils ont pris Nmap, ils l'ont mis dans le framework. Ils ont pris Metasploit, ils l'ont mis dans le framework. Quand on parlait de social engineering tout à l'heure, les features qui sont listées, c'est exactement les mêmes que 7. Je ne sais pas si vous connaissez 7, mais c'est un outil de social engineering qui est dans Kali Linux aussi. Si vous regardez les protocoles supportés par leur outil qui brute force mot de passe, c'est les mêmes que Hydra. Donc au final, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout pris, ils ont mis ça sur une seule appliance ou une seule plateforme à un endroit. Ils ont fait une interface graphique autour pour que ce soit un petit peu plus flicodrome. Et puis, rouler jeunesse, ils vendent ça à leurs clients. Pourquoi ils ont fait ça? Alors, moi, je suspecte, encore une fois, c'est l'impression générale que j'ai en lisant les leaks et puis en capturant le sentiment global des conversations, c'est que ils ont un problème d'acquisition de talent, on va dire, où globalement, dans tout l'écosystème, c'est à la fois leurs clients, mais c'est aussi en interne, ils ont du mal à recruter, leurs clients ont du mal à recruter, ils n'arrivent pas à trouver des candidats qui ont le niveau, et puis en plus, quand ils en ont, des fois, il y a des problèmes de poaching, comme on dit en français, de débauchage. Merci beaucoup. Il y a des problèmes de débauchage entre les boîtes d'écosystème local. Donc globalement, ils ont un problème. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas la ressource humaine pour faire tout ce qu'ils voudraient faire. Et une des solutions à ça, c'est d'un côté, ils développent des partenariats avec des universités pour aider
influer sur les cursus et aider à cultiver les ressources qui demain leur seront utiles ou qui pourront eux recruter. Et l'autre possibilité, quand on a, enfin, qui font les deux à la fois au passage, hein, mais quand on a besoin de gens maintenant et pas juste dans 5 ans quand ils ont fini d'être formés, c'est aussi de baisser un petit peu la barre en termes de niveau technique requis. Et pour ça, eh ben, on peut prendre les outils qui sont peut-être un peu compliqués à utiliser en ligne de commande. Voilà, imaginons que vous avez des organisations partenaires du genre militaire où l'utilisateur de base, il n'est pas du tout à l'aise avec Linux. Et ben, au lieu de lui apprendre la ligne de commande, on lui fait une bonne interface et puis il devient capable de pen-tester en utilisant une interface graphique qui automatiquement fait un scan de port, appelle une map avec les bons arguments ou puis appelle Metasploit avec les bons arguments, etc. Et ça leur permet potentiellement de réduire un petit peu leur problème de ressources humaines tant qu'ils n'ont pas pu résoudre le problème de fond qui est de développer les bonnes formations et puis d'avoir des centaines de profils qui sortent par an des universités. Voilà. Alors, ils ont beaucoup de plateformes d'analyse de données. Alors, elles sont manifestement faites toutes sur le même moule. Alors, je reviendrai après sur le détail de chacune d'entre elles, j'ai des slides pour la plupart, mais l'idée générale, c'est quoi? L'idée générale, c'est la suivante. Imaginez que vous avez des données en entrée qui sont structurées, pas structurées. Ça peut être quoi? Ça peut être des emails, ça peut être, par exemple, je ne sais pas, des données qui viennent de sites de paris en ligne piratés. Ça peut être des données personnelles qui ont été volées, des documents qui ont été volés, etc. etc. Et vous en avez beaucoup. Mais pas genre 600 mégas comme le leak iSoon qui au final est assez modeste. Imaginez que vous en avez 10 gigas toutes les 2 semaines. Ben, vous avez un problème qui est que lire 10 gigas toutes les 2 semaines, en fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que moi, je sais que le leak iSoon, déjà, les 600 mégas, pour les lire, il m'a fallu un certain temps. Et donc, ce temps-là, il coûte cher, il faut des analystes. Et puis, potentiellement, sur ces 10 gigas de documents, il y a peut-être, je sais pas, 10 informations pertinentes ou 10 briefings à écrire pour le demandeur en renseignement. Et donc, il faut arriver à traiter tout ça. Et donc, ils ont fait des plateformes différentes. Alors, vous verrez qu'il y en a une par, on va dire, verticale, par segment de marché. Ces plateformes, elles prennent ces données en entrée, elles les ingèrent. Il y a automatiquement du knowledge management, du data mining, extraction automatique de relations, etc., etc. Et puis, ça leur permet de requêter ces données sans avoir à lire manuellement tout un tas de documents qui sont peut-être pour plus désordonnés. Voilà. Et puis, au passage, ça permet d'avoir un traitement historique de la donnée, à savoir peut-être qu'à l'instant T, vous avez 10 gigas qui arrivent, et puis vous en avez 5 dans 2 semaines, et puis 5 de plus dans 4 semaines, etc., etc. Et donc, d'avoir tout au même endroit pour, au fur et à mesure, continuer à bâtir de la connaissance autour. Et donc, ces plateformes, elles viennent avec des systèmes qui sont, comme tout à l'heure avec la plateforme de Pentest, multi-utilisateurs, et puis avec des outils de visualisation qui permettent de taguer des données, de les annoter, et ainsi de suite. Et puis d'écrire directement des notes et ce genre de choses. Pour certaines d'entre elles, vous avez aussi une intégration spéciale phishing. Ça, on va le voir, c'est pour par exemple Outlook ou même Gmail. L'idée, c'est vous avez toujours votre plateforme, vous avez des adresses mail de gens qui vous intéressent et vous avez un bouton à cliquer et automatiquement, ça envoie un mail de phishing. Si la personne clique sur le mail de phishing, ou clique sur le lien qui est contenu à l'intérieur ou la backdoor qui a été envoyée par mail, ça dépend, il y a 2 modes, et ben automatiquement, il va y avoir derrière, sous le capot, une collecte automatique des identifiants de cette personne. Et puis, la plateforme sera capable de se connecter au webmail, par exemple Outlook, ou alors Gmail en POP3, en IMAP, je ne sais pas par quel protocole. Et puis, tous les jours, ou alors même peut-être toutes les 6 heures, toutes les demi-heures, j'en sais rien, récupérer les nouveaux emails qui arrivent et automatiquement les aspirer à l'intérieur de la plateforme pour pouvoir ensuite laisser les analystes requêter et puis continuer de faire leur travail sans avoir à se soucier de la partie technique qui est en dessous. Voilà un petit peu l'idée. C'est vendu comment? C'est vendu sous forme SaaS, donc Software as a Service. Vous achetez un accès à la plateforme et puis vous pouvez vous connecter quand vous voulez, tant que vous payez l'abonnement. Ça peut être vendu aussi on-premise, c'est-à-dire vous achetez la plateforme, vous l'installez chez vous et puis vous la déployez, c'est vos analystes qui travaillent dessus. Et puis enfin, il y a aussi dans la modularité, il y a aussi la question de qui c'est qui approvisionne en données. Par exemple, ça peut être le client qui achète la plateforme, qui la met chez lui, qui met ses données dedans et puis il se débrouille avec. Mais ça peut être aussi en mode SaaS, spécifiquement pour les paris en ligne, on y reviendra. On a dans la doc qui parle de leur plateforme de la plateforme de paris en ligne, ou d'investigation sur les paris en ligne. iSoon, ils disent quasiment clairement, on pirate les sites de paris en ligne pour vous, on met les données dans la plateforme et vous n'avez plus qu'à vous connecter, aller lire les données qu'on met dedans, regarder les gens qui vous intéressent et puis monter vos dossiers judiciaires, aller arrêter les gens et vous débrouiller avec. Voilà. Mais ils peuvent aller jusque-là. Donc ils donnent la plateforme, ils donnent les données et puis les analyses sont fournies par le client. Donc comment est-ce que ça marche?
Bon, on va dire toute la stack, je dirais, elle n'est pas fondamentalement intéressante, mais il y a un truc moi, qui a beaucoup retenu mon attention, c'était la petite partie deep learning. Alors en 2024, ça fait un peu tarte à la crème, mais ces slides, ils datent plutôt de, alors je sais plus, c'était 2021, 2020, un truc comme ça. 2020, voilà. Donc ça date de 2020. Donc je trouve ça intéressant parce que c'était quand même avant le gros boom ChatGPT, etc. Alors je dis pas que l'IA n'existait pas loin de là, mais malgré tout, à l'époque, ils avaient déjà compris que la bonne technique pour traiter ces quantités de données invraisemblables, c'était d'utiliser le machine learning. Et donc, quelque part là, dans leur design, là, dans leur plateforme, ils avaient déjà des briques de deep learning qui étaient utilisées pour faire automatiquement de l'extraction de connaissances de toutes les données qui étaient volées. Par exemple, pour les emails, ils parlent de construire automatiquement un graphe de relations entre les différentes personnes. Et je présume que c'est pas juste qui parle à qui, mais ça peut être aussi regarder les signatures des mails pour savoir qui sont à quel poste. Ça peut être aussi analyser les sentiments dans les mails pour voir qui est pote avec qui ou alors qui a une relation hiérarchique avec qui. Je pense que ça, c'est des choses pour lesquelles le deep learning marche très bien. Et donc, si jamais ils n'utilisaient pas des LLM en 2020, je pense qu'en 2024, clairement, ils sont passés à ce genre de technologie. Donc ça, c'est intéressant parce que je pense qu'on a là, en fait, les premiers exemples, non pas chronologiques, mais les premiers exemples tout court d'IA appliquée par les attaquants de manière vraiment utile. On ne parle pas de générer des phishing avec ChatGPT plus facilement, mais on parle vraiment là d'un cas, d'un problème complexe qui était on veut traiter des gigaoctets de données volées, on n'y arrive pas. Et ben, je pense que là, l'IA était la solution pour eux. Et je pense que c'est amené à se développer de plus en plus. Bref, donc ils utilisent de l'IA dans leur plateforme. Bon, alors maintenant, on va passer très rapidement sur les différentes plateformes qu'ils ont. Donc, celle de collecte d'email, j'en ai parlé un petit peu, elle ressemble, c'est un peu le même concept que ce que j'avais décrit pour Outlook. Ça, c'est une version qui était un peu plus vieille, si je me souviens bien. Alors, vous voyez pas peut-être, mais ici, vous avez une adresse mail qu'on voit, qui a filtré, c'est otech.tibet.net. Voilà, donc on a déjà une petite victime là qui est en train de traîner, donc avec des graphes entre. Ils ont flouté les différentes adresses mail des gens qui ont été espionnés, mais ils ont oublié l'adresse en haut. Donc, qu'est-ce que c'est le principe? Ils prennent des quantités d'emails volés, ça peut être des points PST qui ont été extraits depuis un serveur Exchange ou même depuis les différents serveurs cloud, je pense qu'ils permettent d'exporter les boîtes mail en PST. Ils rentrent ça là-dedans, et puis qu'est-ce qu'on peut faire avec? Eh ben, entre autres, on peut faire des recherches full text sur tout ce qui a été extrait. Par exemple, moi j'ai noté ici des mots sensibles. Alors c'est pas forcément de contenu politique, c'est plutôt des choses comme le mot de passe, comme des identifiants, des trucs comme ça. Création du graphe social, etc., etc. Et puis, ils ont toujours ces espèces de systèmes où, à côté, voilà, il y a représentation visuelle et il y a toujours une manière de taguer des éléments, de dire voilà, celui-là il est intéressant, je le déplace pour mon dossier judiciaire pour en faire quelque chose à côté, ou alors il est intéressant, je fais une note de synthèse, je le déplace quelque part. Donc, il y a vraiment toujours cette dimension aide à l'analyste qui est très présente dans leur plateforme. Qu'est-ce que j'ai noté de plus sur le deep learning? Ouais, bon, pas grand-chose. Ils créent. Ah oui, c'est pas seulement les relations entre les gens, mais aussi ils font des listes de personnes basées sur les documents qui ont été volés. Ça peut être des emails, ça peut être autre chose. Spécifiquement, ils peuvent extraire des choses comme nom, prénom, âge, euh, le sexe, la nationalité. J'ai vu aussi pour spécifiquement les produits qui étaient liés à la région indienne, ils avaient aussi, ils s'intéressaient par tout ce qui avait trait à la caste et aux ethnicités. Ils faisaient aussi les tracés automatiques de ces choses-là, du classement et puis de la constitution de bases de données automatiques de personnes. Bon, ça, c'est un autre exemple de leur plateforme pour lire les mails. En fait, le screenshot est assez flou, donc je suis désolé pour ça, mais l'idée, c'est de voir qu'ils ont une vision qui ressemble quasiment à la vraie boîte mail d'origine, où ils peuvent cliquer sur les mails de la personne et puis voir à côté comme s'ils étaient connectés dessus. Bah, c'est un peu l'idée. On peut se poser la question au passage de pourquoi est-ce qu'on avait tout à l'heure une boîte, un produit spécial Outlook, et ici un produit qui s'appelle Email and This Platform qui a l'air de faire plus que ça. Et au passage, dans la doc, lui, il fait Outlook, Gmail, plus POP3 arbitraire, etc. Cette plateforme, elle est antérieure au produit Outlook. Mon hypothèse personnelle, c'est que ils ont dit que pour des raisons commerciales, ils ont splitté Outlook, Gmail et puis le reste en 3 produits différents. Et comme ça, si on veut les 3, il faut payer 3 fois. Je pense que c'est ça. Oui, voilà, bah, c'est ça, du coup, la plateforme spéciale Outlook. Donc, c'est ce que j'expliquais. C'est la même chose, sauf qu'en plus, ils ont une intégration pour envoyer des mails de phishing automatiquement. Ils ont même, en fait, toute une procédure pour expliquer comment faire bien du phishing, que je trouve assez intéressante. Spécifiquement, ils disent là, step 2, communiquer avec la cible. Et il faut lui envoyer un certain nombre de mails. Et une fois que
on a assez parlé avec la cible et qu'on a une bonne raison de lui envoyer un mail de phishing, là on envoie un mail de phishing. On n'envoie pas directement un lien de but en blanc parce que sinon personne clique dessus. Ça paraît logique, mais en attendant, c'est intéressant de le voir écrit quelque part. Un autre truc qu'ils expliquent là à travers ce petit graphe, c'est le fait qu'avant d'envoyer le lien de phishing à la victime, en fait, ils doivent s'envoyer le lien de phishing à eux-mêmes sur la messagerie similaire. Par exemple, si jamais la victime est chez Outlook, ils créent un compte Outlook, ils s'envoient le lien de phishing. Si jamais ça va dans les spams, là ils savent qu'il y a un problème, il ne faut pas envoyer parce que ça ne sert à rien. Voilà. Donc d'abord on teste sur soi-même. Si jamais ça marche, eh ben, on l'envoie pour de vrai à la victime, et puis on attend que la personne clique et ensuite step 5 profite. Voilà. Donc voilà, ça c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ouais. Quand ils parlent de collection automatique des emails après avoir récupéré les identifiants de quelqu'un, ils disent qu'ils sont capables de bypasser le tout FA. Ils bypassent aussi la vérification de l'IP d'origine. Ils n'expliquent pas comment. C'est un petit peu dommage. Il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est le fait qu'ils ne se connectent pas par le webmail directement, mais par des API, je présume, peut-être même en POP ou en IMAP, et auquel cas, il n'y a pas le tout FA en général sur ces comptes-là. Et peut-être aussi que le lien de phishing, en fait, il n'est pas là que pour voler des identifiants avec un portail qui va voler les identifiants, par exemple, mais peut-être qu'il essaie de déployer un virus, et auquel cas, il relaie les connexions au webmail à travers le PC de la victime, auquel cas, ça empêcherait de déclencher toutes les techniques, toutes les heuristiques de connexion suspecte. Voilà, je pense que c'est des choses comme ça. Ils ont exactement le même système pour Twitter. J'ai pas remis j'ai refait une slide dessus, je crois, mais l'idée c'est la même. Ils envoient des liens de phishing sur Twitter et ils ont accès aux messages privés des personnes en question. Voilà. Donc là, ils ont un petit exemple, un autre diagramme de comment est-ce qu'ils travaillent. Bon, il y a la plateforme qui est, je ne sais plus de quel côté c'est. Ah oui, c'est ça. Donc là, c'est la victime. Soit elle reçoit un email avec un lien de forensique, à cas phishing, soit elle reçoit un point .exe sur lequel il faut qu'elle clique d'une manière ou d'une autre à la fin. À la fin, elle se fait infecter, ou alors par un mécanisme ou l'autre. Et puis, à l'issue, la plateforme est capable de collecter automatiquement et puis d'alimenter leur système en données bien fraîches. Alors, ils ont une plateforme dédiée aux paris en ligne. Ça peut un peu surprendre, c'est-à-dire que pourquoi les paris en ligne, qu'est-ce qu'on s'en fout. En fait, en Chine, la problématique des paris en ligne a l'air d'être assez sérieuse. Les paris en ligne sont interdits, donc il n'y a pas de pub dans le métro pour dire allez t'inscrire sur BetClick ou je ne sais pas quoi, c'est totalement verboten. Pourquoi De ce que je comprends des gens qui connaissent un peu la région, de ce qu'on m'a expliqué, c'est que le gouvernement chinois considère, bon alors ils sont contre les paris, peu importe, mais du coup il y a des gens qui font des paris en ligne sur des sites qui sont à l'étranger, ce qui est interdit aussi. Et le gouvernement chinois considère que c'est une fuite de capitaux qui refusent d'accepter. Et résultat, toutes les personnes qui sont, tous les nationaux, les résidents chinois, peut-être les citoyens chinois plutôt, qui sont reconnus coupables d'avoir participé à la paris en ligne, ben, c'est des gens qui ont fait partir des capitaux vers l'étranger et donc ils vont en prison. Ou alors, enfin, je ne sais pas exactement où ils ont des amendes, etc. Spécifiquement, de ce que je comprends, les entreprises ou les entités qui aident le gouvernement chinois à mettre des amendes aux gens qui participent à des paris en ligne récupèrent une partie de l'amende. Donc il y a une incitation financière à être sur ce secteur-là. Bref, donc ils ont une plateforme dédiée sur vraiment tout ce qui est paris en ligne. Qu'est-ce qu'elle contient? Eh ben, elle contient des choses du genre base de données. Imaginons, il y a un site de paris en ligne, ils le piratent, ils dumpent toute la base SQL, et puis ben, dedans, il y a la liste des comptes des gens qui participent, combien ils ont gagné, combien ils ont mis d'argent dessus, etc. Et puis ben, pour les analystes qui se connectent, analystes qu'on présume de la police, qui se connectent sur la plateforme, ils n'ont qu'à faire un tri par qui a parié le plus d'argent, et puis ben, ils tombent sur la personne, ils vont lui amener le café de 6h du matin, et puis ils lui mettent une petite amende. Voilà. Donc, ils font dans l'outil, il y a la liste des comptes qui ont pu être piratés. Des fois, alors, ils parlent d'analyse des flux financiers, je ne sais pas trop comment ils font, mais voilà, c'est vendu tel quel. Comment est-ce qu'elles sont obtenues, ces données? Ben, elles sont obtenues par piratage, spécifiquement, potentiellement par iSoon elle-même, comme ils le laissent entendre dans leur documentation. Et puis ensuite, il y a une review manuelle par les analystes qui regardent les données volées. Ils créent des cases dans leur progiciel. Et c'est ensuite forwardé ce qu'ils appellent le business department pour faire les demandes judiciaires, pour demander les relevés bancaires, etc., etc. Au passage, j'avais trouvé un bout de conversation que j'avais trouvé marrant où quelqu'un là, dans l'entreprise est en train de dire ah, là, j'ai encore perdu, je sais pas combien, au mahjong hier. Donc les paris ne sont pas si opposés que ça, fondamentalement. Mais bon. Alors, ça, c'est plein d'autres plateformes qui font un peu la même chose. Spécifiquement, celle-là, je crois que c'est une donnée qui est faite pour les données volées,
Celle-là, c'est la même chose, mais marketée pour les services de renseignement. Et celle-là, je ne sais plus. Mais en tout cas, vous voyez que la, le design un peu de la plateforme est quasiment identique. Donc, c'est ce qui me fait penser que toutes les plateformes dont je parle, en fait, derrière, c'est le même moteur, quoi. Il y a le même moteur avec la brique machine learning qui doit être, je ne sais plus où elle est, je crois que je l'avais vu, je ne le vois plus sur le slide, mais en tout cas, il doit y avoir marqué data mining ou machine learning quelque part. Donc bon, là, on a un peu plus on voit un peu plus de technologie, c'est-à-dire que ça rentre par FTP, ça va dans un Logstash, et puis derrière, bon, voilà, c'est intégré dans la plateforme et tout et tout. Autre type de plateforme, qui pour le coup là est fait sur un modèle différent, ils ont une plateforme qui s'appelle un Cyber Range, donc une plateforme pour aider les gens à progresser en capacité de pentest. C'est, on va dire, un environnement simulé pour apprendre à pirater des trucs. Ils appellent ça simuler du combat réel, ils appellent ça vraiment des termes militaires pour parler de ces choses-là, et spécifiquement c'est basé sur nos années d'expérience en tant qu'équipe APT. Donc, c'est voilà, basé sur des cas réels, peut-être. Donc, ils vendent ça à leurs clients pour aider les équipes à monter en niveau. Par contre, il y a d'autres conversations dans lesquelles on voit que le feedback sur ce produit spécifique n'est pas très bon. C'est-à-dire que les clients disent que c'est pas assez mis à jour et que globalement, ils n'en sont pas contents. Voilà. Et les gens des sales expliquent qu'ils ont du mal à le vendre. Maintenant, on va passer sur tout ce qui est appliance. Appliance, c'est un peu les produits clés en main qu'ils donnent. Alors, il y en a des tonnes et des tonnes qui sont de qualité variable. Ça, par exemple, c'est ce qu'ils appellent la Individual Soldier Toolbox. Qu'est-ce que c'est? Imaginez un PC portable qui ressemble à ça et qui arrive préconfiguré avec tous les outils que vous pouvez imaginer. Donc, vous avez dessus, on ne voit pas très bien là, mais en gros, ça va être des choses que vous allez avoir Metasploit qui doit être là, vous avez Burp Proxy, enfin, prenez tous les outils de cybersécurité des 10 dernières années, vous les mettez sur un laptop et vous avez le produit. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il n'est pas sur Linux, ça pourrait être Kali Linux, on gagnait beaucoup de temps, mais non, en fait, ils ont fait ça sur Windows avec une interface graphique maison, donc un peu la même démarche. Pourquoi? À mon avis, c'est encore la même histoire de... ils s'attendent à ce que leurs utilisateurs ne soient pas capables d'utiliser un environnement Linux. Et résultat, ils ont tout remis sur Windows comme ça, avec leur interface à eux maison. Voilà. Mais bon, essentiellement, c'est un Kali Windows, quoi. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un petit appareil qui ressemble à une prise électrique et qui, en fait, à l'intérieur, contient, alors je ne sais pas quel microcontrôleur, mais qui automatiquement fait du hacking Wi-Fi. Donc vous le posez ça quelque part, vous branchez. Il est censé, alors si jamais c'est du web, ça doit le craquer tout seul, j'imagine, en un clin d'œil. Sur WPA, il capture un handshake au bout d'un moment, à force de rester là. Et ils envoient avec une puce 5G dans le cloud pour faire du cracking automatique et essayer de récupérer le mot de passe. Et une fois qu'ils ont récupéré un mot de passe, enfin que le loot, je sais pas comment appeler ça, une fois que leur système il a récupéré un mot de passe Wi-Fi, il se connecte via le Wi-Fi et il ouvre un tunnel aux attaquants. Et puis après, ils n'ont plus qu'à se connecter dessus, soit par le 5G, je présume, et ils ont un proxy SOX dans le réseau de la victime. Voilà. Et puis, ils peuvent se baser là-dessus comme pour pivoter, puis après rentrer sur les différentes machines du réseau. Ça fait aussi du sniffing d'identifiants. Alors, je ne sais pas s'ils font de la RP spoofing, des choses comme ça, mais ça me paraît être le plus logique. Ils disent aussi qu'ils font du hacking automatique de routeurs locaux. Ils n'expliquent pas comment. Mon hypothèse, ce serait qu'ils ont un espèce de listing de tous les mots de passe par défaut des différents routeurs qui existent dans le, je sais pas, ou des routeurs commerciaux qui existent. Je présume que Cisco, je pense que TP-Link doit avoir ses mots de passe par défaut aussi, etc. Donc, ils testent automatiquement. À mon avis, c'est comme ça qu'ils font. Ils testent automatiquement sur les routeurs et puis ils essaient d'entrer dedans en tant qu'affaire. Et au passage, il y a aussi une fonctionnalité de si jamais. Alors, je ne pense pas que ce soit quelque chose de physique, il n'y a pas de caméra ou de micro ou de trucs comme ça, mais ils peuvent le wiper à distance si jamais ils ont l'impression que l'appareil est compromis, ils peuvent l'effacer, puis ça devient une prise électrique avec une brique à l'intérieur. Voilà. De manière amusante, ils vendent à la fois le poison et le remède, dans le sens où ils ont un autre produit que j'ai pas mis là sur. J'ai pas mis la photo, mais l'autre produit s'appelle le Wi-Fi Terminal Positioning Equipment. Ça veut dire quoi? Imaginez que vous avez un signal Wi-Fi qui est émis par un appareil dans votre bureau, vous ne savez pas d'où il vient. Bah, vous achetez leur baguette de sourcier numérique, vous approchez, vous trouvez qu'est-ce qui émet le signal, et puis vous trouvez la prise électrique en disant mais qu'est-ce que c'est que ce machin, pourquoi c'est du Wi-Fi? Voilà, donc ils ont ça aussi avant. Alors, ils ont aussi un truc qui s'appelle le Anonymous Anti-Tracing Wall. C'est un routeur 4 ports de 100 mégabits, ça va pas très très vite,
qui automatiquement vous branchez un PC dessus, et puis tout ce que vous faites, il se connecte à Internet tout seul, et tout ce que vous faites qui est derrière ce routeur, c'est anonymisé magiquement. Alors, magiquement, je ne sais pas. Si vous regardez la doc technique, là de leur doc à eux, et puis la doc de Tor, je trouve que ça se ressemble pas mal. Donc, à mon avis, ce que fait leur routeur, c'est qu'ils se connectent sur Internet à travers Tor automatiquement, et puis voilà quoi. Et tout leur trafic est automatiquement anonymisé via Tor. C'est gratuit la première année, et après, alors j'ai peut-être pas fait la conversion correctement, mais il me semble que c'est autour de 15 000 € par an, ce qui n'est pas donné pour Tor, quoi. Dans la même veine, c'est un peu la même chose, mais qui est un peu moins orienté attaque ou cyberattaque. C'est plus, ils appellent ça un routeur Wi-Fi pour des recherches scientifiques. Qu'est-ce qu'ils appellent recherche scientifique? C'est-à-dire que disent les étrangers de nous, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du firewall, etc., etc. Et donc, en fait, ça, c'est exactement la même chose, sauf que ça ne va pas vers Tor, mais ça va plutôt vers un ensemble de VPS qu'ils ont acheté. Il y en a 40 à Hong Kong, et puis après, il y en a au Japon, USA, Singapour, etc., etc. Il y a un screenshot, je crois, sur lequel on voit fuiter l'adresse MAC. Et du coup, j'ai pu retrouver exactement le modèle de routeur qui était utilisé. C'est un GLAX 1800, mais je trouve que ce n'est pas très intéressant. Donc voilà, ils ont ça aussi. Ça, c'est du DDoS à deux services. Ils disent pas grand-chose dessus, mais ils vendent la capacité. Alors, je ne pense pas qu'ils l'ont à la maison. Je pense que c'est un truc qu'ils sous-traitent. Ils disent pas grand-chose sur leur capacité exacte, mais bon, moi, ce que j'en déduis, c'est ils parlent de scan actif pour accumuler des capacités. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire gérer un botnet, en fait. Ça veut dire qu'ils essaient de récupérer des machines au fil du temps et puis qu'elles soient mobilisables à tout instant. Il y a du management de cluster, donc toujours fonctionnalité botnet. Et puis à la fin, qu'est-ce que ça peut faire? SYN, TCP, UDP, ACK, GET, flooding, etc. etc. Moi, j'ai l'impression, en regardant un petit peu la description qu'ils en faisaient, ils parlent de ring buffer, etc. et d'être capable d'envoyer plein de paquets automatiquement. Pour moi, ça ressemble beaucoup à ZMap ou Mascan, en tout cas ces deux technologies. Donc, je serais très étonné si jamais leurs outils de DDoS ou on va dire, de scan automatique n'étaient pas d'une manière ou d'une autre basés sur des outils open source aussi. Alors, je crois que c'est la dernière plateforme, la plateforme de combat intégré, attention. Ça, c'est à moitié plateforme, à moitié service. Ils font du consulting pour expliquer à leurs clients comment monter une plateforme d'attaque. C'est une plateforme à partir de laquelle on pourra lancer des attaques cyber. Qu'est-ce que ça comprend? Il y a à la fois une partie outillage. Je pense que ça, voilà, c'est le dashboard management d'opération. Donc, on peut gérer des pentesters dessus. On assigne des dossiers à chaque pentester. On gère l'utilisateur. Chaque fois qu'un utilisateur, un pentester, a besoin de télécharger une backdoor ou une vulnérabilité, il doit passer par le portail et puis c'est logué quelque part. Et puis à la fin, le pentester écrit ce qu'il a fait sur une espèce de bloc-notes et tout ça va directement dans son dossier pour l'évaluation annuelle. Il y a aussi un espèce de petit forum interne, ils appellent ça un mini BBS, qui est utilisé pour partager des TTP. Donc là, vraiment, tout est dit. Mais leur plateforme, en fait, la partie service, c'est pas juste donner l'outil de gestion de l'opération, c'est aussi assister les clients sur comment faire pour designer un réseau qui permettra de mener des opérations. Donc, je vais vous montrer un diagramme que j'ai remonté dans le slide d'après, mais l'idée, c'est quoi? C'est avoir plusieurs liens réseau différents qui permettent de faire des choses différentes. Avoir un lien réseau pour se connecter sur la plateforme qui va être hébergée en général à l'étranger, puis depuis la plateforme vers les différentes victimes, comment est-ce qu'on fait pour ramener les données volées à la maison, etc., etc. Et il y a aussi la partie gestion des VPS et des VM. Pourquoi? Parce que cette plateforme-là, elle ne gère pas juste les outils et l'utilisateur, mais elle déploie des templates de serveurs de command and control. C'est-à-dire, vous achetez un VPS, je ne sais pas où, chez OVH au hasard, on va dire, et ben, automatiquement, vous pouvez, depuis la plateforme, provisionner ce VPS pour lui installer tout ce qu'il faut pour qu'il soit prêt à recevoir des commandes de Shadowpad, par exemple. Voilà. Et ça, c'est intéressant pour nous parce que ça veut dire que comme tous leurs outils sont provisionnés depuis des templates, enfin, tous leurs VM sont faits depuis des templates, il y a des bonnes chances pour que nous, en tant qu'analystes, on soit capable de trouver des points fixes et en scannant Internet et de retrouver tous les C2 de tel truc. Donc, quelque chose à garder en tête et qui est intéressant. En tout cas, voilà, c'est comme ça qu'ils bossent. À quoi ressemble leur interface, leur infrastructure? Voilà, ils ont leur intranet, qui est, on va dire, le réseau de là où il y a les opérateurs physiquement. Ils se connectent sur le réseau externe, qui est en fait quelque part ailleurs où ils ont mis la plateforme qu'ils ont achetée, alors via ce réseau qui s'appelle le Access Link et qui est unidirectionnel, c'est-à-dire qu'il y a des données qui peuvent aller que dans un sens. Alors pas dans le sens réseau, mais ils ne peuvent pas ramener des données, c'est vraiment fait que pour aller par là. Donc ils se connectent à leur plateforme d'attaque, et en plus cette plateforme d'attaque, elle
à travers un autre combat link. Alors, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans, mais on présume que là, ils passent par des proxys, par Tor, des choses comme ça, donc anonymisés. Là, ils vont vers les victimes. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Et en fait, il y a un troisième lien qui est ici entre les réseaux, qui est utilisé pour une fois que les victimes ont été piratées, qu'on a volé des données, il faut pouvoir ramener les données volées, hop, ici, jusqu'à l'intranet. Et donc, ils ont un petit lien aussi qui est unidirectionnel et qui va que par là. Alors, un truc intéressant aussi, c'est qu'ils donnent des petits conseils d'obsèques. Par exemple, ils disent par là, alors attention, il faut toujours utiliser une fausse identité pour acheter les serveurs. Ils disent aussi, attention, le langage du système, la time zone, les polices, l'environnement du système, bon, blablabla, ne doivent jamais être en chinois. Voilà. Parce qu'ils se sont fait pincer plein de fois à cause de ça, je présume. Enfin, je sais. Et donc, voilà, ça fait partie de leurs recommandations. Alors, maintenant, on va passer sur la partie un petit peu réseaux sociaux. Ils ont un outil qui s'appelle le Opinion Tracking System, donc, qui est vraiment celui-là à usage domestique. C'est très, très orienté sur leurs réseaux sociaux à eux. Donc, il y a un truc du genre Baidu, Sina, Tiania, que je ne connais pas tous. L'idée, c'est quoi? C'est de construire des bases aussi de quel numéro de téléphone correspond à quel identifiant, quelle adresse email, l'historique des adresses IP, etc., etc. Ils ont une capacité, je pense que ça, pour le coup, c'est un peu les capacités OSINT qu'ils ont. Ils sont capables de désanonymiser des liens qui ont été partagés. Par exemple, alors je l'imagine, je ne suis pas complètement sûr, mais imaginons qu'il y a un lien qui est diffusé par je ne sais pas quelle messagerie, qui est bien un peu viral. Ils sont capables de dire, OK, qui c'est qui a créé ce lien et qui c'est qui l'a partagé à l'origine. Voilà, ce genre de choses. Dans une des conversations, ils évoquent un zero day pour QQ, mais c'est un zero day OSINT. Donc ils sont capables pour un identifiant QQ, de savoir qui se trouve derrière. Voilà, ils ont ce genre de choses. Mais encore une fois, les zero day, c'est très très rare chez eux. Alors ça c'est quoi? Une autre plateforme dédiée aux données personnelles. On va passer rapidement. La plateforme Twitter. Alors j'en parle, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas beaucoup plus intéressante que les autres, mais quand le leak iSoon est sorti, les premiers articles qu'il y a eu, c'était un peu là-dessus, et c'était un petit peu des opinions un peu paniquées, du genre attention, les Chinois sont en train de manipuler Twitter et d'attaquer notre démocratie. Bon, calmons-nous, de quoi s'agit-il? En fait, c'est un peu la même chose que pour la plateforme Microsoft, à savoir, ils aimeraient bien suivre les échanges qu'il y a sur Twitter entre différentes personnes. Ils sont capables de reconnaître que la supervision totale de Twitter, ça demande beaucoup de ressources qu'ils n'ont pas. Donc, qu'est-ce que c'est le principe? C'est le même. Ils choisissent des identifiants, des handles qui leur paraissent intéressants. Et puis ces handles, ils les suivent. Ils essaient de les pirater avec des liens de phishing. Et puis comme ça, en temps réel, ils récupèrent les tweets qui ont été postés et ou supprimés. Ils récupèrent surtout les conversations privées entre les gens, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dessus? C'est le fait que... Ah oui, c'est ça, voilà. Donc, la plateforme déployée sur des VPS à l'étranger, encore une fois, le micromanagement habituel, le système de tagging pour créer des dossiers et tout. Mais surtout, il y a la possibilité de manipuler des comptes pour interagir avec du contenu sur Twitter. Et donc, c'est ça la capacité d'influence qui avait paniqué les gens à l'époque. En fait, si on regarde comment ça marche, cette capacité d'influence, il n'y a pas de mention d'astroturfing, de création de faux comptes ou de flotte de bots ou de trucs comme ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les comptes qu'ils ont déjà compromis par du phishing et puis ils sont capables de les activer en même temps et de dire bah, tous ces comptes qu'on a piratés, ils vont interagir avec ce tweet, ils vont retweeter ce machin ou alors ils vont poster un commentaire négatif sur ce truc-là et tout. Pourquoi ça ne marche pas? Eh ben, à mon avis, j'ai du mal à imaginer qu'après qu'on ait passé peut-être 2 semaines à essayer de ficher un mec qui nous intéresse, on ait envie de cramer l'accès au compte de cette personne en lui mettant la puce à l'oreille, par exemple en lui faisant retweeter un truc qu'elle n'a jamais retweeté. Voilà, je pense que ça, c'est pas réaliste. Voilà, moi, je sais que si jamais mon compte Twitter, d'un coup, il se met à retweeter des machins ou à répondre à des gens que j'ai pas écrit, ça va m'inquiéter, quoi. Et je risque de prendre des mesures. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là, à mon avis, la capacité, elle marche pas vraiment. À un moment, il y a un client qui est venu les voir, je suspecte, en leur disant les Russes, ils font de l'influence, nous aussi, on va faire de l'influence. Et au lieu de dire on n'est pas capable, ils ont dit ok, on s'en occupe. Et ils ont agrafé la feature par-dessus ce qu'ils avaient déjà, quoi. Voilà. Et donc, ils ont pu dire oui, on est capable de faire. En pratique, je pense que ça ne marche pas. À mon avis, l'histoire, c'est ça. Mais spécifiquement, ils ne sont pas capables de gérer des flottes de comptes. Et donc, je serais très, très, très surpris d'apprendre qu'il y a une opération d'influence avec ce système qui a un jour donné des résultats quelconques, voire même qu'elle a été utilisée. Voilà. Alors, parlons un tout petit peu de Zero Day. Bon, il y en a très très peu. À un moment, ils parlent de Zero Day microtique qui peut se trouver quelque part et qui sont en train d'essayer de l'acquérir. Ils ont parlé à un endroit d'un Zero Day pour Juniper, le firewall SRX. C'est la seule référence. Ils parlent des versions qui sont affectées là, mais je ne sais même pas s'ils l'ont. Peut-être que oui.
Ouais, c'est ça. Voilà, il parle avec un mec qui lui a donné le zero day plus tôt. Et sinon, c'est tout. Voilà. Les autres mentions des zero day qu'il y a, c'est en lien avec la Tianfu Cup. Vous connaissez peut-être. Tianfu Cup, c'est le Puntuon chinois. En fait, c'est l'équivalent local. Qu'est-ce que dit la conversation? En fait, elle dit mec, est-ce que tu as les zero day qui ont été trouvés pendant la Tianfu Cup? Réponse non, je ne les ai pas. J'ai demandé au ministère et ils les ont déjà donnés à Jiangsu. Mais de toute manière, c'est des preuves de concept. C'est super relou à stabiliser. Ça va prendre trop de temps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre que d'autres gens écrivent les exploits correspondants. Et puis après, quand ça va se répondre dans la communauté, bon, on les récupérera à ce moment-là. Donc, ça dit plusieurs choses. Ça dit que Aisun, en termes de développement d'exploits, ils ne sont pas tout à fait capables. Bon, c'est pas un crime, mais en tout cas, ils n'ont pas cette capacité. Et ça dit aussi qu'il y a un processus institutionnel de gestion des vulnérabilités trouvées pendant la Tianfu Cup. Et ça, je trouve que c'est plutôt. Ça permet de. Je pense que ça jette un peu le froid sur le rôle du CNVD, leur organisme local qui gère toutes les vulnérabilités qui sont signalées. Donc voilà. Donc tous les 0 day trouvés par la Tianfu Cup, ensuite, ils sont envoyés dans la communauté et puis utilisés à des fins offensives. Parlons des victimes. Il y en a beaucoup. J'en ai compté 71, en sachant que c'est un compte qui est plutôt qui est sous-estimé parce que quand on avait par exemple le ministère, quand on avait 14 ministères en Inde, j'ai compté comme une seule victime. On peut dire que c'est 14 aussi, quoi. Mais donc, il y en a beaucoup. Quels sont ces types de clients, ces types de victimes? Ça va être des cibles gouvernementales, ça va être des sociétés qui sont dans le domaine de l'énergie. Vous avez aussi le monde de la recherche, université spécifiquement, mais pas que, des compagnies aériennes et des opérateurs télécoms. Donc beaucoup de choses. Là, en fait, bon, vous ne pouvez pas le lire, mais je l'ai mis par attribution, vous pouvez regarder sur. En tout cas, la capture d'écran, elle vient du leak, donc pour la retrouver. Ça, c'est la liste de toutes les cibles qu'ils ont dans un fichier Excel, quoi. Tous les accès avec, par exemple, voilà, là, on a Beeline.kz avec 637 gigabits de données. Beeline, c'est un opérateur télécom au Kazakhstan, quoi. 637 gigas. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a marqué ici, mais les commentaires. Bon, vous avez tout ce qu'ils ont. Donc, c'est assez intéressant, on a une bonne vue. Pour certaines des victimes, comptées parmi les 71, je n'ai pas toujours été capable de dire si jamais ils prévoyaient de les pirater ou si jamais ils les avaient déjà piratés. Bon. Donc il y a une petite ambiguïté là-dessus, mais en tout cas, il y a beaucoup plus que 71 victimes de toute manière, donc je pense que vous ne m'en voudrez pas. Des exemples. Bon, par exemple, ici, là, il y a un appel d'offres où ils veulent aider le bureau du Xinjiang à surveiller la communauté ouïghour. Au Pakistan, bon, vous avez tout un tas d'organisations, la Poste, la police, le centre antiterroriste. Afghanistan, bon, pareil, la Poste, le centre antiterroriste, le National Security Council. Kyrgyzstan, vous avez Malaisie, plusieurs ministères, Thaïlande, plusieurs ministères aussi, l'armée, les chemins de fer, Mongolie, Taïwan, Kazakhstan, Inde, il y en a des tonnes, Népal, donc, comme vous l'imaginez, ils sont assez présents. Bon, tout ce qui est domestique, des sites de paris en ligne, les Ouïghours. Vietnam, on a un opérateur télécom que je n'ai pas pu identifier, plus les universités. Le Myanmar, Corée du Sud, Philippines. Royaume-Uni, un peu étonnant parce que, en fait, les cibles, on verra la carte à la fin, mais ils sont vraiment très portés sur la zone autour de la Chine. Donc, cible européenne, c'est plutôt rare. Je pense que ça, c'est vraiment lié à la crise de Hong Kong. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont là-dedans. De manière amusante, il y a un moment, une conversation dans laquelle il parle du ministre des Affaires étrangères anglais, en demandant hey, est-ce qu'on les pirate? Et puis la réponse est en fait non, il y a déjà un autre contracteur sur le coup, donc allez-y pas. Bon, beaucoup d'autres entités. Un petit think tank perdu aux États-Unis. En France, on a un pauvre gars de Sciences Po qui était dans la liste des mecs qui a été piraté. Lui-même, je crois qu'il a été interviewé par Le Monde, il ne savait pas pour qu'est-ce qu'il foutait là-dedans. Je pense qu'il était moins intéressant que ce que pensaient les attaquants. Quelques ONG, Amnesty, le think tank RAND, Human Rights Watch. Mais, puis ça continue évidemment en Macédoine, il y a des compagnies aériennes ici. Les nouvelles régions qui voulaient pirater en 2022, c'était ça. Voilà un petit peu la carte globale, sachant que ces régions-là, ces zones, c'est vraiment des victimes qui sont très exceptionnelles, alors que le gros est vraiment là autour de la Chine. Ils sont vraiment sur cette zone Asie. Un truc intéressant, c'est le fait qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une espèce de verticalité dans le piratage où le client demande, il pirate et après il ramène les documents. En fait, il y a pas mal de cas où ils s'auto-saisissent d'un dossier, ils disent cette victime est sûrement intéressante pour nos clients,
ils piratent la victime et après ils vont pitcher les données volées à leurs demandeurs potentiels. Et ils vont les voir en disant bah voilà, on a piraté tout machin, est-ce que vous voulez pas acheter les accès, est-ce que vous voulez pas acheter tous les documents qu'on a? Et des fois la réponse est non, et d'ailleurs on le voit dans la conversation en train de se plaindre en disant hey, on a bossé pour rien, on les a piratés machin, mais ils veulent pas acheter, c'est la loose quoi. Donc il y a vraiment cette espèce d'autonomie où à la fois dans tous leurs outils, il y a la marque très très prégnant du micromanagement de ce que fait chaque employé, c'est logué quelque part, ils peuvent regarder, ça va dans son dossier permanent, et puis ils peuvent inspecter ce que machin a fait, à quelle heure et pourquoi. Et en même temps, ils ont aussi la liberté d'aller pirater n'importe quoi. Et puis finalement, même si à la fin ça sert à rien, ben, c'est pas grave quoi. Donc moi, c'est un espèce de dichotomie qui m'a un petit peu étonné. Bref, exemple de données volées. Ça, c'est un fichier qui était présent dans leur leak. C'est des CDR, ça s'appelle des Call Data Records. Ça va être des choses du genre, eh ben, en français, on appellera des FADET, je crois. C'est les factures détaillées qui contiennent la liste pour un identifiant donné, identifiant qui a un numéro de téléphone, de qui a appelé, qui a reçu des appels de qui. Voilà. Par exemple, là, l'identifiant, le numéro A, c'est celui-là. Et puis, vous avez la liste de tous les appels qu'il a reçus, de qui, à quelle heure, etc. Et vous voyez aussi que vous avez Served Location, là, c'est les BTS correspondantes. Donc, c'est l'endroit où se trouvait la personne à peu près. Les BTS, c'est les grosses antennes sur lesquelles les téléphones sont associés. Vous voyez qu'il y a des numéros là, déjà encadrés en rouge et en bleu. Donc il y a une LAC qui est la zone, et puis après le numéro de la BTS en elle-même. Et vous avez aussi la liste des BTS qui est dans le fichier Excel, qui permet de dire, bah voilà, par exemple, le mec qui était dans cette zone à cette BTS, bah les coordonnées GPS de la BTS, c'était ça. Donc on sait que la personne en question qui passait ou qui recevait l'appel à cet instant, et ben, elle se trouvait à peu près par là, puisque c'est l'antenne GPS la plus proche. Voilà. Il y a ce genre de données qui les intéressent. Alors, les liens avec les attaques APT déjà connues. Bon, il y en a un certain nombre. Et Seth, par exemple, a été capable de dire que c'était certainement la même campagne que ce qu'ils appelaient eux Fishmonger, qui touchait les universités à Hong Kong. Trend Micro, pour eux, c'est Earthluska parce que il y a les mêmes outils qui sont utilisés, il y a les mêmes cibles. Et aussi, je crois que c'est une citation directe, ils disent qu'ils avaient réussi à identifier des adresses IP des opérateurs de Earthluska et qui se trouvaient justement à Chengdu et où ils avaient l'air de dire que c'était quand même vachement proche des locaux de Hisun. Voilà. Pour Record des Futurs, le groupe était connu sous le nom de Red Hotel et Citizen Lab, c'était Poison Carp. Alors, quels sont les liens exactement? J'espère que c'est pas trop petit, mais là, par exemple, vous avez un rapport de Citizen Lab dans lequel il donne comme IOC mailnotes.online, ou plutôt une adresse IP qui se résolvait, vers laquelle résolvait mailnotes.online. Et dans une conversation, là, vous voyez deux employés de Hisun qui s'échangent des identifiants en disant hey, tu te rappelles les credentials pour se connecter à cette adresse IP? Ben, les voilà. Et en fait, cette adresse IP, elle correspondait à la même période à ce nom de domaine qui était signalé dans le rapport Citizen Lab. Voilà. Donc, ça permet de dire que vraisemblablement, c'était eux qui étaient derrière parce qu'ils avaient quand même les codes d'accès du C2. Voilà. Autre exemple, ça, c'est un rapport de trend où là, dans le trend, ils lisent comme IOC cette adresse IP. Ben, même chose ici. Là, c'est question de hey, de quoi tu as besoin? J'ai besoin de l'accès à TCP tunnel vers cette adresse IP qui était le C2. Donc voilà, encore un qui permet de penser que c'est les mêmes. Shadowpad, de manière intéressante, ici, là c'était des IOC qui ont été donnés par SentinelOne. Ici, dans un des screenshots des backdoors qui commercialisent, eh ben, le screenshot, là c'est l'adresse IP qu'on arrive à peu près à lire, qui est présente là aussi. Donc ça laisse penser très fortement que ça, en fait, c'était Shadowpad. Voilà. Et donc ce qu'eux ils commercialisent et ou utilisent, voire même peut-être ont développé. Ou en tout cas, ils ont fait leur propre version, ça c'est certain. Un autre truc qui était intéressant, c'est là vous avez une slide sur un des outils, un des malwares Linux qu'ils ont développé ou qu'ils utilisent, encore une fois. Le nom qu'on voit sur la fenêtre en haut, c'est Threadstone. Ici, ça se voit pas très bien. Threadstone, T-R-E-A-D-S-T-O-N-E, qui est là. Et en fait, si vous lisez l'inculpation du FBI d'une autre société qui s'appelle Chengdu 404, Threadstone est décrit dans l'inculpation par le FBI comme un contrôleur pour le malware qui s'appelle Winty. Winty, qui est aussi un malware bien connu utilisé par les attaquants sinophones. Et donc, ça, c'est encore un lien avec le monde du hacking local. Spécifiquement, la boîte qui s'appelle Chengdu 404, donc, qui a été inculpée par le FBI il y a, je ne sais plus quand exactement, mais le FBI disait Chengdu 404, c'est APT 41. Il s'avère qu'entre Chengdu 404 et Hisun, ils avaient un différend commercial et qu'ils sont en procès, en fait, les deux boîtes. On ne sait pas exactement pourquoi. Je crois que c'est Chengdu qui fait un procès. C'est Chengdu qui fait un procès à Hisun
On ne sait pas exactement pourquoi. Là, ça aussi, la source, c'est le blog NatoThoughts, qui est, encore une fois, qui est super bien. Ça laisse penser que les deux boîtes avaient des accords commerciaux entre eux et que bon, ils ne se sont pas bien passés. Mais en tout cas, qu'elles étaient en interaction directe. Et d'ailleurs, quand l'inculpation de Chengdu 404 par le FBI est sortie, il y a la conversation ici qui dit, entre encore une fois les deux fondateurs, enfin le fondateur et puis son numéro 2, où il dit attention, le FBI a inculpé les mecs de 5 hackers chinois liés à APT41 dans leur most wanted list. Il dit fuck, qu'est-ce qui s'est passé? 404 s'est fait exposer. Et l'autre dit lol, mort de rire. Et puis surtout, numéro 41, la prochaine fois, ils disent pas, mais ça se trouve, c'est pas eux. Ils disent, la prochaine fois qu'on les voit, ils doivent nous payer 41 bières. C'est plutôt ça l'esprit. Donc, la confirmation le FBI avait raison. Voilà. On peut dire ça grâce au leak. Au passage, ils ont des accords avec Chengdu du type accord de non-débauchage. Vous voyez, par exemple, là, une conversation dans laquelle ils disent voilà, on a reçu un CV de quelqu'un qui bosse chez Chengdu. C'est une personne technique qui développe des outils et puis des chevaux de Troie. Et puis, est-ce qu'on a le droit de l'acheter est-ce qu'on a le droit de l'embaucher, oui ou non? En fait, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est elle qui a bien postulé? Si c'est le cas, ils ont le droit, mais ils n'ont pas le droit d'aller la chercher. Voilà. Et au passage, son nom de la classe, au passage, c'est une fille, est-ce que tu as des photos quoi? Voilà. Bon. Alors, parlons du feedback. Le feedback n'est pas très bon en interne, les gens ne sont pas contents, donc je ne vais pas m'attarder sur le drama, mais en gros, qu'est-ce que c'est le problème? Les gens des sales trouvent que les produits sont mal appréciés par les clients. Ils ne sont pas contents de la qualité des livrables. Les features ont l'air de pas marcher. Le process de vente est trop compliqué et ils disent que le pipeline de channel est trop désorganisé. Bref, ça ne marche pas, quoi. Les salariés ne sont pas contents non plus, les employés, parce que ils ne sont pas très bien payés, honnêtement. C'est pour la secrétaire, je crois que c'est dans les 250 € par mois. Encore une fois, je ne suis pas sûr de mes conversions, mais j'ai l'impression que c'est à peu près ça. Et pour les pen testers, donc les gens qui vont pirater des gouvernements étrangers, soyons bien d'accord, ça va tourner autour de, je crois, 1200 € par mois, 1200 $, un truc comme ça. Spécifiquement, là, les fondateurs, eux-mêmes, ils en sont conscients. Ils disent, nous, on paye pour 7K. Eux, qui Angxin, je ne sais pas qui c'est une autre boîte, elle donne 12K et dit Our salary level is really embarrassing. Donc voilà, il dit, bon, on a honte de comment on paye nos gens, mais bon, c'est comme ça, quoi. Alors, la conclusion de tout ça, c'est quoi? La conclusion, c'est que commercialement, l'offre technique de iSoon, elle est beaucoup focalisée sur la post-exploitation, c'est-à-dire le fait d'arriver à traiter la donnée volée. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça laisse penser que le problème qu'ils sont en train d'essayer de résoudre, c'est pas comment mieux pirater nos victimes. Le problème qu'ils essaient de résoudre, c'est que maintenant qu'on les a trop piratés, comment on fait pour gérer les documents qu'on a à plus savoir qu'en faire. Et ça, c'est intéressant. Parce que, je le dis après, mais ils n'utilisent pas des techniques particulièrement sophistiquées. Il y a beaucoup de conversations dans lesquelles ils disent nos mecs sont bons en phishing, et ça marche très bien. Donc leurs techniques sont assez rudimentaires, mais malgré tout, ils ont suffisamment de données pour avoir à développer des plateformes pour traiter ces données. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de plus. S'ils mettent de l'argent sur le développement de ces capacités-là, c'est que c'est ça leur problème prioritaire, quoi. Et ça, en soi, je pense que ça fait un peu froid dans le dos, quoi, en termes de se dire qu'ils sont manifestement pas très sophistiqués, ils peuvent pas trouver des zero day, etc. Mais en termes d'attaquants, c'est succès total. Bon, un peu embêtant. Donc leurs plateformes sont très orientées vers des clients, on va dire officiels / étatiques. C'est leurs plateformes sont vraiment faites pour gérer des dossiers, pour aider des analystes et faire des choses comme ça. Techniquement, ils n'inventent jamais la roue. Ils préfèrent prendre des outils open source, refaire des interfaces autour, et puis un peu baisser la difficulté d'utilisation plutôt que créer des capacités. Ce n'est pas eux qui vont découvrir une nouvelle technique innovante pour une nouvelle classe d'attaque ou des trucs comme ça. Eux, ils sont là pour abaisser le niveau et rendre les outils accessibles à tout le monde. Leur problème principal, donc recruter des nouveaux talents, ça, ils ont des soucis à ce niveau-là, et c'est pareil pour leurs clients. Leurs outils, les plateformes qu'ils vendent, elles se ressemblent quand même énormément, donc il y a beaucoup de redondance. Je pense que dans beaucoup de cas, les produits sont même pas différents du tout et qu'ils ont juste été un petit peu rebrandés pour coller à un nouveau segment de marché. Et puis à la fin, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a vraiment un côté très vertical dans l'organisation du travail.
où tout ce que fait l'employé est logué. Donc il y a du micromanagement jusqu'à la moelle, ce que je trouve intéressant compte tenu du fait qu'ils sont quand même en train de pirater de leur propre chef des entités potentiellement gouvernementales. Voilà. Mais pour ce qui est de la gestion de l'employé tout en bas de la chaîne, lui par contre il est monitoré toute la journée. Alors, donc leurs opérations APT plutôt rudimentaires, c'est ce que je disais. En termes d'obsèques, moi je trouve que c'est pas terrible non plus parce que ils vendent des backdoors qu'ils utilisent aussi. En même temps, ils s'envoient des tâches par messagerie directe. Ils n'utilisent pas de pseudonyme, c'est vraiment est-ce que tu as piraté machin en direct. Ils ont des fichiers Excel de toutes les victimes, donc il y a vraiment tout qui est là. Et au passage, la société iSoon était déjà un peu connue avant qu'il y ait ce leak. C'est-à-dire qu'il y avait toujours ce blog là qui est spécialisé sur le cyber chinois qui disait déjà ce qu'ils font, ça va être intéressant. Après, voilà. Après, on a eu la confirmation. Cela étant dit, ah oui, aussi la partie réseaux sociaux, bon, elle a été largement surévaluée et en particulier leurs opérations d'influence, à mon avis, c'est zéro pointé, ça marche pas. Voilà. Par contre, malgré le fait qu'ils sont pas particulièrement sophistiqués, opérationnellement, ils ont eu des énormes succès. Ils ont beaucoup de victimes dans un tas de domaines, y compris des victimes extrêmement prestigieuses, donc plein de gouvernements. Ils sont capables de rentrer sur des réseaux télécoms et d'exfiltrer des données qui sont un petit peu complexes. Par exemple, les CDR que je vous montrais tout à l'heure, les réseaux télécoms, c'est pas forcément du réseau IP bête et méchant, mais il y a comme des équipements un petit peu spécialisés qu'il faut maîtriser. Donc, ils sont capables de faire ça. Ils sont capables de se gérer de A à Z sur les opérations de produire en renseignement. Donc, c'est vraiment une société de renseignement privé, ça c'est important de le dire. Et puis, ça confirme vraiment l'autonomie au niveau des provinces, même au niveau des entités elles-mêmes dans le monde cyber chinois. Voilà. Bon, pour finir, le leak, je pense qu'il est extrêmement dommageable. Il y a beaucoup d'informations qui ont fuité. Les opérations, là, elles sont totalement exposées. La réputation de la boîte et au passage du gouvernement chinois en a pris un petit coup. En interne, je pense que ça ne fera pas de bien non plus parce que les grilles de salaire qui fuitent, les gens qui sont déjà pas contents, ça n'a pas aidé. Bon, elle est là, la grille de salaire. Pareil, vous pouvez la trouver sur le leak original, mais tout est là, donc les salaires de tout le monde. Mais marrant, il y a des conversations dans lesquelles le secrétaire se plaint de son salaire et il dit en même temps, il pense à la boss, il a acheté encore une nouvelle voiture, j'en ai trop marre. Quoi. C'est vraiment ça. Et là, je pense qu'elle sera encore pas contente. Voilà. Le gouvernement chinois, donc pas super content. Et pourtant, moi, je suis persuadé que ça va pas changer grand-chose, dans le sens où iSoon va continuer de mener ses opérations de la même manière que Chengdu 404, qui a été inculpé par le FBI, et continue de mener ses propres opérations aussi. Et donc, ça ne changera pas grand-chose. Même si on a une meilleure connaissance et de cet écosystème et de leurs capacités et des outils qu'ils utilisent, je suis persuadé que demain, ils seront encore là et continueront de l'utiliser et qu'ils progresseront toujours à leur petit rythme. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ça, c'est le QR code qui vous amène vers l'article complet du blog où moi, j'explique tout ça, mais en version écrite. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, merci beaucoup pour votre attention. Ouais.